À de sous-pente, la station des Rapins, 100 fois sans loi et sans courbette, l'émission Aracaille, qui est consacrée pour sa partie artistique à un immense artiste des années 70, 1970, Georges Mathieu, natif de Lille dans le Nord. De Boulogne. De Boulogne, oh, c'est Boulogne, Lille. Alors l'hôtel particulier de la Monnaie présente effectivement, en partenariat avec le musée d'art moderne, gestes, vitesse et mouvement, un parcours chronologique et thématique de l'œuvre de Georges Mathieu depuis les années 40 jusqu'aux années 1990. Grand artiste des années 70, boudé par les musées depuis les années 80, il avait déjà été exposé à l'Hôtel de la Monnaie en 1971, une exposition qui s'intitulait « Mathieu à la Monnaie, médailles et peintures », suite à sa collaboration et la création d'une pièce de 10 francs, diffusée à plus de 674 millions d'exemplaires jusqu'en 1987. Que l'on soit sensible ou pas à ces tableaux, il s'agit d'une œuvre incontournable et puissante dans l'histoire de la peinture, créée par un artiste atypique, pas forcément très sympathique au premier abord, mais qui peut le devenir, admirateur de l'époque médiévale et du siècle de Louis XIV, dont on ne sait pas s'il pratique l'autodérision ou s'il se prend au sérieux, un artiste aussi à la diffusion populaire, voulant transformer son langage en style, puisqu'il a travaillé pour la publicité Air France, qu'il a réalisé la Mire d'Antenne 2, le Trophée des 7 d'or, un style identifiable immédiatement. Il a réalisé des cartons de tapisserie, des assiettes pour sève, des cartons de tapisserie pour les gobelins, des plans d'une usine, des projets de grilles et de fontaines. Donc qui est ce Georges Mathieu? Il est né donc en 1921 à Boulogne-sur-Mer. Il est issu d'une famille de banquiers et il est initialement orienté vers des études de droit, d'anglais, de lettres et de philosophie, avant de se tourner vers les arts plastiques en 1942, réalisant ses premières peintures à l'huile. À 21 ans, étudiant en anglais à Lille, c'est un peintre autodidacte et il réalise alors des vues de Londres selon des cartes postales. Ces exercices le conduisent à s'interroger sur ce qui différencie une illustration d'une peinture. Et il trouve la réponse chez Edward Kransnow, qui disserte des qualités littéraires de Joseph Conrad, qui est romancier polonais de langue anglaise. Celle-ci ne reposerait ni sur les descriptions, ni sur la psychologie des personnages, mais uniquement sur le style même de Conrad. Mathieu se demande alors si on ne pouvait pas s'exprimer en peinture par le style seul, sans passer par le truchement de la représentation. Et il dit « C'est alors que j'ai banni de ma peinture toute représentation ». Ses premières œuvres abstraites datent de 44-45 et sont réalisées par des coulées directement depuis le tube de peinture. Il expose pour la première fois à Paris au Salon des moins de 30 ans et en 1947 au Salon des réalités nouvelles avec des toiles composées de taches et appliquées au tube. 1950, c'est sa première exposition personnelle à la Galerie de Douin avant d'exposer aux États-Unis et au Japon. Donc il retient de la calligraphie, la rapidité d'exécution et il rédige un livre sur le tachisme. Il y a un parallèle calligraphique avec la calligraphie japonaise et son travail, et Malraux le qualifiait de premier calligraphe occidental. Il fait son premier dripping 2 ans avant Pollock, mais Marx Ernst le pratique dès 1942. Donc il verse un dérivé du ripolin qu'on appelle le riposin. C'est une variante de peinture à l'huile vernissée qui a la propriété de sécher rapidement, directement sur la toile. Il fait des coulures, des dégoulinures, avec une prédominance pour les courbes. Il bannit les angles et les lignes droites. Il se lance ensuite dans des happenings devant le public, créant des toiles en un temps record, comme par exemple au théâtre Sarah Bernard. Il fait une toile de 12 mètres sur 4, 800 tubes de peinture devant 2000 personnes. On voit également, va voir sur son site, c'est hommage au connétable de Bourbon. Là, c'est 40 minutes de gymnastique picturale pour un tableau de 6 mètres sur 2 mètres 50. On reviendra après sur comment il peint, on en discutera un petit peu ensemble. Voilà ce qu'il dit. À Osaka, en 1957, je peignais une toile de 5 mètres sur le toit d'un building et je n'arrivais pas à donner suffisamment de force à ma toile et j'ai fait un geste que je n'aurais pas fait dans mon atelier parce que j'étais précipitée par le temps. Et il se trouve qu'il y a dans la peinture en public une dimension tout à fait nouvelle qui est celle donnée à l'acteur aussi quand il est sur la scène d'un théâtre. Il est porté par son public et il arrive à un état d'extase ou d'état second, un état exaltant et épuisant. Et dès 1959, ses œuvres sont exposées partout en Europe,
puis ensuite à l'international. Et entre 1979 et 1985, je crois qu'il y a eu plus de 150 expositions. Et il décède à Boulogne en 2012 à l'âge de 91 ans. Oh, oh, regardez. Oh, oh. Il fait des bons, il fait des bons. Le Pierrot qui danse, il fait des bons, il fait des bons. Plein d'impertinence avec ses clochettes de cristal. Son costume d'or et ses cymbales. Il fait des bons, il fait des bons. Moi qui le regarde faire des bons, je lui dis prends garde, j'ai bien peur qu'un jour ton bon soit tel que tu te cogneras la tête, que tu te cogneras la tête, que tu te cogneras la tête au ciel. Oh non, 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 dit-il, pensez donc, dit-il, allons, allons, dit-il. Je suis retenu par la chaîne fine des deux bras menus de ma jolie Colombine. Oh non, 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 dit-il, pensez donc, dit-il, allez, allez, fit-il. Et puis quand bien même je m'envolerai. Il fait des bons, il fait des bons. Le Pierrot qui danse, il fait des bons, il fait des bons. Plein d'impertinence avec ses clochettes de cristal. Son costume d'or et ses cymbales. Il fait des bons, il fait des bons. Les gens le regardent faire des bons, et disent prends garde, tu t'y prends si bien avec tes tours, tu sais que tu te briseras la tête, que tu te briseras la tête, que tu te briseras la tête, que tu te briseras la tête. Un jour, oh non, 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 dit-il, fit-il, qu'allons, allons, dit-il. J'ai là sur mon cœur la fleur d'églantine qui porte bonheur, m'a dit jolie Colombine. Non, 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 dit-il, commandant, dit-il, allez, allez, fit-il. Et puis quand bien même je me briserai. Il fait des bons, il fait des bons. Le Pierrot qui danse, il fait des bons, il fait des bons. Plein d'invraisemblance avec son sourire de cristal. Allez-y, plein feu, musique et lumière. Regardez-le faire, c'est carnaval. Il fait des bons, Gilbert Bécaud, tout le peps de Georges Mathieu quand il saute sur sa toile, vers sa toile. Donc on dit que Mathieu a créé l'abstraction lyrique. Et voilà ce qu'il dit justement sur cette abstraction lyrique. L'abstraction lyrique est à la fois le langage le plus civilisé et le plus primitif. Pourquoi ? Le plus civilisé parce qu'il s'inscrit au terme d'une évolution absolument inexorable de 20 siècles de sensibilité et de culture occidentale. Inexorable parce que l'histoire de l'art n'est au fond qu'une série absolument irréversible de libérations successives. Ainsi, l'impressionnisme, qu'est-ce ? La libération du réalisme photographique. Le fauvisme, la libération du réalisme de la couleur. Le cubisme, la libération du réalisme des formes. Et l'abstraction géométrique, la libération du réalisme tout court. Quant à l'abstraction lyrique, c'est la libération de toutes les esthétiques antérieures. L'abstraction lyrique est un mouvement donc de peinture né en 47 et qui fait table rase de tout l'héritage gréco-latin de 40 000 ans d'activité artistique. C'est une façon d'être aussi, c'est la volonté de s'oublier pour être. C'est beaucoup plus qu'un mouvement de peinture, c'est presque une morale qui met le risque au cœur de l'homme. C'est aussi l'introduction de la vitesse dans l'art. Voilà. C'est un extrait du film qu'on peut voir à cette exposition qui s'appelle La fureur d'être de Frédéric Rossif. Et là, j'ai rapporté la voix de Georges Mathieu. Donc Mathieu place la vitesse au cœur de son travail, qui est une façon donc de supprimer toute distance entre le geste et sa trace, de court-circuiter les mécanismes de réflexion pour laisser libre cours à l'urgence de dire et à l'émotion. Et Lydia Arambourg, historienne d'art et autrice d'un ouvrage sur Mathieu, qu'on peut trouver à la bibliothèque de Montreuil, compare cette révolution picturale à l'avènement de la perspective à la Renaissance. Ah ouais, à ce point-là. À ce point-là. Mmh. Parce que ça a complètement transformé en fait nos angles de perception en fait. Tout à fait. Donc après on peut parler de tout ce qu'on a vu dans cette exposition, qui est un parcours donc chronologique et thématique, et on entre dans cette première salle où tu es resté très longtemps. Oui, oui. La première salle qui commémore des batailles du Moyen-Âge. Il y a trois immenses toiles, mais immenses, hein, vraiment. Il faut y aller pour le croire. Et là, vous restez planté au milieu de cette salle
parce que vous êtes vraiment sous choc, quoi. Un peu banal comme expression, mais vous êtes environné par une violence, un bouleversement, une déchirure invraisemblable qui vous détache instantanément de tout ce que vous avez appris dans une école d'art, de tout ce que vous avez commencé à aimer dans des œuvres du Louvre ou de l'Orangerie ou de tout autre musée de cette époque épique. Voilà. Non, ça vous détache du monde réel, ça vous emporte, c'est un vrai tourbillon, c'est une vraie fureur qui vous fait bouger vraiment comme si vous étiez dans une tempête, quoi. Voilà. Mais c'est physique, hein, c'est pas simplement des effets de langage, c'est vraiment physique. Et moi, j'ai pas pu moi, j'aurais pu passer la journée là, m'affaisser sur place. Voilà, je suis jamais resté aussi longtemps devant des œuvres que ce vendredi matin là, il n'y a pas longtemps. Voilà. Et puis tout le reste de l'exposition, j'ai évidemment fait mon petit travail d'écolier, mais je veux dire, je suis resté pendant toute l'exposition devant les œuvres de la première salle, quoi. Voilà. Si vous voulez, tout ce que j'ai vu après, je l'ai mesuré, voilà, à l'aune de ce que j'ai vu dans la première salle, quoi. C'était mon juge de paix, c'était 3 œuvres de la première salle, ouais, 3 batailles. C'est d'abord des œuvres gigantesques. Oui, c'est du 12 mètres, enfin. Ouais, vraiment... il n'y a aucun artiste qui a, enfin, à part, si, Michel-Ange peut-être, avec le plafond de la Sixtine. Sauf que lui, Michel-Ange n'a pas mis la vitesse au cœur de son œuvre. Non, parce que faire pas de rafraîchka, tu peux pas aller plus vite que la musique, comme on le dit, hein. Et là, non, franchement, allez-y, mais, les cardiaques, les asthmatiques, tous les gens qui ont des problèmes de cette espèce, c'est pas conseillé, quoi. Ouais. Alors effectivement, en plus les salles de cet hôtel de la Monnaie sont absolument magnifiques, ouais, avec un carrelage noir et blanc en damier, enfin une hauteur de plafond conséquente. Donc on est quand même pris dans cette cette beauté en fait, et avec ces œuvres donc d'abstraction lyrique. Et quand on regarde un petit peu après comment il travaillait, enfin on peut quand même, il faut rencontrer ça. Je pense que il faut le connaître. Après, on n'est pas obligé d'aimer. Moi, je pense que j'aime pas. En fait, voilà, ça me parle pas, ça m'émeut pas plus que ça. Mais en tout cas, je suis contente de découvrir ce mouvement-là. Alors, pourquoi t'aimes pas et que t'en parles si bien? Parce que je pense que ça m'a quand même marqué. En fait, ça a continué j'ai voulu en savoir plus. J'ai regardé plein de petits films où on le voit travailler. Et d'ailleurs, c'est assez rigolo. C'est pour ça que je parle d'autodérision ou pas. Je sais pas dans quelle mesure, jusqu'où il se met en scène. Parce que quand on le voit, il met sa chemise blanche, il se met quelque chose sur la tête pour pas avoir trop de coulure sur les cheveux, un pantalon noir. Et quand il travaille en public, il fait ses allers-retours. C'est comme un spectacle de danse en fait. Il y a quelque chose quand même. Oui. Et là, dans cette première salle, justement, il y a un petit film de Robert Descharmes dont il ne reste qu'une partie en muet, mais où on le voit, il est avec un copain et il rejoue cette bataille de Buvines. Moi, je me suis demandé si c'était pas Sacré Graal, quoi. Enfin, c'était quand même, il y a un côté. Ouais, c'est burlesque. C'est burlesque. On peut pas prendre ça au sérieux. Voilà. Donc, c'est pour ça que je me pose quand même cette question. Toi, effectivement, il est connu pour des positions monarchiques. Toi, on le voit d'ailleurs quand il prend la parole dans ce qu'on peut voir comme petit film. Il est dans un gros fauteuil, avec un super décorum. Toi, tu me disais qu'il avait des meubles en contreplaqué, parce qu'effectivement, il peut quand même pas avoir des meubles forcément Louis XIV, donc... Non, il imitait le style Louis XIV sur du contreplaqué. Voilà.
c'est quelqu'un qu'il faut rencontrer. Et après, l'exposition donc est chronologique. Donc il y a une première salle qui s'appelle Dans les limbes, où là, ce sont des œuvres qui sont précurseurs quand même de ces trois grandes toiles. Il y en a une qui s'appelle Évanescence, et celle-ci m'a beaucoup plu. Par contre, c'est un tableau qui avait été peint en 45, et donc c'est abstrait, mais c'est moins tout fou. Enfin, c'est beaucoup plus petit. D'ailleurs, dans cette salle, les tableaux sont beaucoup plus petits. Et ce qu'il faut rappeler, c'est que ces tableaux ont été peints après la Deuxième Guerre mondiale, dans un contexte quand même après les camps de la mort, après Hiroshima. Les artistes sont quand même bouleversés, ont du mal à représenter le monde et l'individu. Donc il faut avoir tout ce contexte-là aussi en tête, comment on va s'exprimer après ce qui s'est passé pendant cette guerre, quoi. Et donc je crois aussi que c'est dans cette salle-là ou celle d'après, où il y a un tableau de Wolf et de Pollock, donc où tous les trois ensemble ont finalement travaillé un peu dans le même sens, quoi. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait les artistes français ne savaient pas forcément ce qui se passait de l'autre côté de l'Atlantique, quoi. Bien sûr. Donc il y a quand même un peu cette synchronicité dans le travail. Mais ce qui n'est pas tout à fait, comment dirais-je, inédit dans la création artistique, qu'elle soit musicale, qu'elle soit littéraire ou qu'elle soit plastique. Il y a des fois comme ça, dans divers points du monde, des gens qui ont la même émotion, qui ressentent les mêmes choses et qui travaillent à peu près avec les, oui, qui ont des œuvres qui sont un peu semblables, voilà. Ouais. Sauf que moi je trouve, si tu veux, que j'aime beaucoup, moi, contrairement à toi, j'aime beaucoup Mathieu dans sa folie, des grandeurs surtout, parce que ces plus petits tableaux, mieux léchés, ça m'inspire beaucoup moins, parce que j'aime bien me perdre dans ces immensités peinturlurées. Oui, si vous voulez. Comme ma camarade a parlé de Pollock, a parlé d'un autre artiste. Ouais. Moi, je dois dire que sur ces trois artistes, mon préféré, c'est le Pollock du dripping, parce que je trouve que c'est un travail, en fin de compte, très élégant, voilà, léger, y a pas. Alors que chez Mathieu, parfois, c'est un peu lourdingue. On doit dire que il y a parfois des choses qui passent difficilement esthétiquement, en tout cas, voilà. La spontanéité, la folie de Mathieu, elle peut être magnifique, mais elle peut être aussi des fois un petit peu bourbeuse. Ouais, alors il y a plusieurs, dans les différentes salles, ça suit ces différentes périodes. Il y a une période qui est dite plus blanche, il y a une période qui est dite orthogonale, où là on a effectivement de l'horizontalité, de la verticalité, avec toujours et il rajoute toujours ce trait, je dirais, jaillissant quand même, qui est là, qui imprègne d'un coup cette image. Et ça, je pense aux affiches, il y en a quelques-unes des affiches qu'il a fait pour Air France, avec chacune qui représente un pays. Et c'est comme un logo, quoi. Il a su, pour chaque pays, mettre ce qui va identifier directement le pays, avec quand même sa patte. Et de même qu'on voit, il y a la pièce de 10 francs qu'il avait faite, hein, sur cette France quand même un peu industrielle. D'un côté, il y a une France, donc on représente notre hexagone, un peu stylisé, et de l'autre, c'est industriel. Et je trouve que ça, c'est quand même quelque chose que j'apprécie. Moi, sur les produits, je dirais, dérivés, ça me parle un peu plus que ce qu'en art à pied, de même qu'il a travaillé pour des assiettes. Il y a quelques assiettes pour Sèvres, là, que je peux trouver quand même très élégantes. Après, moi, les grands tableaux, ça me gêne un peu plus. Mais, en même temps, c'est ce que je dis, c'est quand même là, et c'est important que ce soit là. Il y a ces œuvres zen qui sont aussi à la fin de l'exposition. Il y a le film de Frédéric Rossif, La Fureur d'être, qui est diffusé. Alors, je crois qu'il dure 50 minutes, mais on n'est pas resté les 50 minutes. Je ne sais pas si les 50 minutes sont visionnables dans le musée. Mais en tout cas, on peut voir des extraits. Sur Internet, j'ai mis un lien où on en voit 7 minutes. Non, il faut aller voir cette exposition. Vraiment, il faut connaître Georges Mathieu. C'est important. Non, parce que c'est même ça peut donner envie de vivre aujourd'hui, quoi, parce que on est aujourd'hui dans une période historique vraiment très sombre, avec les gens qui soi-disant dirigent le monde, comme Trump la mort, comme Poutine Baba Yaga, comme comment dirais-je, le petit nain de jardin coréen, j'en oublie, je ne veux pas tous les citer, comme Netanyahou par exemple. On est vraiment, il y a
on est barbelé, quoi, voilà, de monstruosités qu'on n'a pas connues depuis, enfin qu'on n'a jamais connues, parce que c'est arrivé à un point où s'il y a un de ces débranchés qui appuie sur un bouton, qui peut déclencher une guerre nucléaire, voilà, c'est l'anéantissement de la planète. Et ça peut arriver à n'importe quel moment, quand on voit l'état de délabrement intellectuel de ces pignoufs, voilà. Et alors, de se retrouver confronté à une peinture explosive comme celle de Mathieu, ça relativise un petit peu ce monde barbare, voilà. C'est presque un point d'équilibre dans ce monde où la barbarie domine. Puis il y a quand même cette liberté. D'ailleurs, lui, je crois qu'il a beaucoup milité pour cette liberté de création, justement. Hein, c'est important de sortir de toutes ces normes. Et aujourd'hui, donc, il y a la Côte de Georges Mathieu, en fait, qui a atteint un bon niveau. Savoir que ses œuvres en format sont entre 90 000 et 250 000 euros, et que c'est l'un des artistes les plus convoités sur le marché de l'art aussi, et pour les collectionneurs, quoi. Alors qu'effectivement, il avait été boudé des Simès depuis les années 85, quoi. Retour. Voilà, retour. Mathieu le retour. Alors, il y a une dernière partie qui sur son lien avec les street artistes, et là, c'est pas très réussi parce qu'effectivement, ce sont plus ces grandes salles quand même. Magnifiques, c'est dans des salles qui sont beaucoup plus basses de plafond. Alors pour des œuvres qui sont censées être dans la rue en plein air, c'est un peu dommage parce que là on a une hauteur de plafond qui doit être de 2,50 m ou 3 mètres. Enfin, c'est vraiment ridicule par rapport aux murs entiers qui sont de ces street artistes. Et en plus il y a des œuvres de Mathieu qui sont accrochées dessus, alors des petits formats, mais ça n'a pas de sens d'accrocher des œuvres de Mathieu. C'est comme si ces artistes-là avaient copié bêtement Mathieu. Effectivement, ce qu'on peut reconnaître dans le street art, c'est quand même quand on les voit travailler avec la bombe, c'est pareil, c'est des cours, c'est des gestes, c'est de la puissance, c'est de l'énergie. Ça, on est d'accord là-dessus, que le street art peut avoir été influencé par l'abstraction lyrique, ça, pourquoi pas. Mais là, la relation entre les deux est pas quand même ce qu'il y a de plus judicieux, quoi. Non, moi je pense que j'ai dû zapper ces petites salles qui étaient tellement différentes. Enfin, j'y suis passé, mais c'est tellement différent, si tu veux, de la première salle, quoi. Parce que moi, c'était mon point voilà, c'est mon point focal, la première salle. Donc, j'ai dû passer, toi, en me disant que tu sais que c'est merde, là, et puis voilà. Et alors, quand on arrive avant d'arriver dans les salles d'exposition, il y a ce grand escalier, et en haut de l'escalier, justement, il y a un immense tableau qui s'appelle Les Nymphes de Diane, donc aussi d'abstraction lyrique. Hein. Et Les Nymphes de Diane, pourquoi? Parce que c'était un morceau d'un compositeur, je sais plus, c'est Lully ou Rameau, qui était un des artistes qu'aimait beaucoup Georges Mathieu, donc un artiste baroque, voilà, qui n'était pas très écouté apparemment à l'époque, et lui qui le remettait au goût du jour. Oui, je dois dire que aujourd'hui, s'il avait vécu et travaillé aujourd'hui, avec les convictions qu'il avait, ça aurait fait du chambard dans le petit monde des politicards. Voilà, il aurait pu mettre un petit peu de piment dans leur cervelle. Alors juste pour rajouter que cette exposition donc fait partie d'un programme qui s'appelle Constellation, c'est une initiative hors les murs du Centre Pompidou pendant sa fermeture pour travaux justement, et qui vise à diffuser des œuvres de la collection nationale à travers des institutions prestigieuses, car il va y avoir effectivement des travaux au Centre Pompidou.
C'est un extrait, la première partie du Roi Danse de Lully. Alors, les expositions. Donc, au Centre Tinius à Montreuil jusqu'au 19 juillet, Charles Pollock et des artistes contemporains. C'est le 14 juin, c'est Francesca Pollock qui viendra présenter le livre qu'elle a écrit sur son père. Je rappellerai donc ce rendez-vous, je pense que c'est très intéressant. Daniel Cordier au Musée de la Libération jusqu'au 13 juillet. Willy Ronis à Nogent-sur-Marne jusqu'au 31 juillet. Je précise que c'est une petite exposition et que l'accès à l'exposition nécessite de grimper un escalier métallique assez difficile pour les personnes qui ont des difficultés de locomotion quand même. Fini. Artemisia Gentileschi, héroïne de l'art au Musée Jacques Marandré jusqu'au 3 août. Maximilien Luce, l'instinct du paysage au Musée de Montmartre jusqu'au 14 septembre. Christiane Krog, Peuple du Nord, au Musée d'Orsay jusqu'au 27 juillet. Gabrielle Munter, peindre sans détour au Musée d'Art Moderne jusqu'au 24 août. Trésor caché de Gaza à l'Institut du monde arabe jusqu'au 2 novembre. Eugène Boudin, père de l'impressionnisme au Musée Marmottan jusqu'au 31 août. Lucio Fanti à la Galerie Kaléidoscope jusqu'au 19 juillet. Et j'ai rajouté le lien vers les stages organisés par Agnès Dubart cet automne et cet été en Ariège et en Bretagne, je crois. Ah ouais. Le culturel de la semaine. Ah ben oui, mais j'ai vu, comment dirais-je, donc... Un documentaire. Un documentaire sur... Zelensky. Sur Zelensky, en 2 parties, la partie 1, la partie 2. La partie 1 est complètement chiante. On l'a vu ensemble, c'est Ouais. toute la partie de son... Quand il était acteur avec la troupe qu'il avait montée, bon, un travail remarquable, on va le dire. Il a été propulsé sur la scène artistique, mais un peu long. Un peu long, et l'humour russo-ukrainien, quand on est habitué à l'humour anglais, c'est un peu difficile. Je dis pas que l'humour français est mieux, hein, mais l'humour anglo-saxon est quand même beaucoup mieux. Voilà, et la deuxième partie, c'est son accession au pouvoir, parce que vous savez qu'il avait un feuilleton en je ne sais plus combien d'épisodes où il incarnait un président de la République ukrainienne. Et alors, curieusement, ça a donné des idées à son entourage et à lui-même. Et donc, il s'est présenté aux élections en face d'un mec, un professionnel de la politique, qui le prenait de haut, un espèce de gros patapouf, là, grand, immense. Alors Zelensky à côté, il faisait un petit peu comme nain de jardin. Et donc l'autre lui disait qu'il allait lui ratatiner la gueule, mais en fin de compte, c'est Zelensky qui a gagné avec une forte majorité et qui dirige toujours le pays. Voilà, il a pas décroché, il a appris son métier de président sur le tas et dans une période parce que si vous voulez quand les Russes ont envahi l'Ukraine en pensant qu'ils allaient faire ça en 3 jours, tout le monde pensait que... Alors ils ont dit, la propagande russe a émis sur les radios et les télévisions ukrainiennes que Zelensky s'était tiré à l'étranger, etc. Et alors que Zelensky et son équipe ont contre-attaqué à la télévision ukrainienne en se montrant dans un endroit connu de tous les Ukrainiens, à Kiev, et donc il a pas fui du tout, alors qu'il y a beaucoup d'ambassades étrangères, etc., qui lui conseillaient de s'en aller, etc., qui risquaient sa vie et tout. Il est resté et il a foutu la pâtée aux Russes. Voilà, les Russes, ils sont toujours dans les oblasts à moitié conquis de l'Est, mais ils ont pas envahi l'Ukraine entière et ça fait 3 ans que ça dure. Donc je pense qu'ils n'envahiront jamais entièrement l'Ukraine, tant que les Européens et peut-être les Américains, mais je crois qu'on peut s'en passer, des Américains, mais enfin, tant que les Européens seront là, et ils ont tout un intérêt à être là, parce qu'après l'Ukraine, ça pourrait très bien être la Pologne, après ça pourrait très bien être les pays baltes, etc., etc. Donc, voilà.
c'est la peau de l'Europe qui se joue en Ukraine, et donc on n'a pas intérêt à les laisser tomber. Donc, ce qu'on peut conseiller, c'est que finalement, peut-être faire l'impasse sur la partie 1 de ce documentaire, qui est vraiment, ou alors regarder le début. Voilà, c'est Zelensky qui est interviewé, et on lui remonte les vidéos de ses débuts sur scène. Bon, voilà, là où il est né, les quartiers dans lesquels... Ça peut être intéressant, le quartier dans lequel il était né, qui était quand même... c'est sinistre, les quartiers. Et c'est une ville qui faisait plus de 100 km de long. Une ville industrielle. Il n'y a que des usines, des fumées. Mais c'est invraisemblable, on n'a jamais vu ça en Europe de l'Ouest. Et, ah non, oh là, le cauchemar. Ouais. Mais par contre, justement, comment lui et ses amis, un ami qui voit toujours des amis d'enfance, ont monté cette troupe et se sont complètement ont sublimé un peu cette grisaille, quoi. Ça, c'est quand même intéressant de le voir. Après, on peut arrêter à la moitié de la partie 1. Oui, mais il est vraiment issu d'un milieu populaire, dans un quartier hyper populaire, avec des copains populaires, et qu'est-ce que je veux dire? Et en plus, il parlait pas ukrainien, parce que, si vous voulez, la russification avait fait son œuvre, et il a fallu, s'il voulait devenir président de l'Ukraine, il a fallu qu'il apprenne l'ukrainien, parce que autrement, il n'aurait jamais pu être président de l'Ukraine en parlant que russe, puisque les Russes les attaquaient. Voilà, c'est quand même une histoire assez extraordinaire. Effectivement. Ouais, une histoire personnelle assez extraordinaire. Et je dois dire, et alors, ses copains d'enfance, il y en a qui sont avec lui au gouvernement. Voilà. C'est vraiment des potes d'enfance. Et puis, des prolos, quoi, voilà. Et qui sont aussi fidèles. Alors, des copains avec qui il faisait du théâtre, avec qui il avait des copains de sa troupe, etc. Voilà, c'est assez... Non, c'est quand même un bain de jouvence, quoi, parce que, surtout la deuxième partie, parce que la première, bah si, oui, j'avais oublié ça, le quartier, ah vache, où il a vécu son enfance, c'est énorme. Et puis, il y a ces deux institutrices qui sont vraiment touchantes, voilà, qui l'ont suivi toute sa vie jusqu'à maintenant, ouais, qui sont vachement fiers d'avoir participé à son instruction, quoi, comme institutrice. Non, il y a quelque chose de très touchant, mais très daté aussi, puisque des choses comme ça, on pourrait penser que c'est... En France, on est en 1930, quoi, quelque chose comme ça. Tout à fait. Alors moi, je suis allée au cinéma hier soir, je suis allée voir Jeune Mère, le dernier film des Frères Dardenne qui a eu le prix du meilleur scénario là, à Cannes. Et bon, les Frères Dardenne, c'est du cinéma social, hein, c'est toujours un peu cette même veine. Et ça m'a vraiment beaucoup émue. En fait, on va suivre dans une maison maternelle du côté de Liège. Alors, une maison maternelle, c'est un lieu d'accueil pour des jeunes mamans. Mais quand je dis jeunes, c'est des très jeunes femmes qui ont 15, 17, 18 ans, qui donc sont mamans. Et donc sont souvent filles mères, qui ont eu des soucis, qui ont été elles-mêmes des enfants abandonnés, qui ont pu avoir des problèmes avec l'alcoolisme, avec la drogue, et qui sont accueillis pour une période d'1 an dans cette maison maternelle, donc avec beaucoup de bienveillance, avec des psychologues, avec tout ce qu'il faut pour s'occuper des enfants, avec des règles, et faire en sorte qu'elles puissent après continuer leur vie, soit avoir un loyer pas très cher et puis s'installer, soit certaines font faire le choix même d'abandonner leur enfant parce qu'elles se sentent pas à la hauteur de garder cet enfant, donc trouver une famille d'accueil qui va apporter à cet enfant tout ce qu'elles n'ont pas eu, ne voulant pas que leur enfant revive la pauvreté ou la violence qu'elles avaient elles-mêmes dans leur famille. Enfin, c'est vraiment, il y a 5 jeunes femmes, on les suit pendant 1h45. Et c'est vraiment touchant. Alors oui, il y a du pathos, mais moi j'ai pleuré, je rentre là-dedans parce que je suis ces jeunes femmes et elles ont cette force, cette volonté de construire quelque chose de mieux. Et donc il y a quand même aussi beaucoup d'optimisme et d'espoir dans ce film, et ces jeunes femmes jouent remarquablement bien, quoi. Bien. Les Frères Dardenne, aujourd'hui, ils ont, je crois, 71 et 74 ans. Ils sont à Cannes depuis quand même de nombreuses années. On peut rappeler que c'est eux qui avaient fait le film Rosetta, qui avait fait découvrir Émilie Dequesne, qui est décédée récemment. Là, c'est quand même donc ils jouent avec des jeunes actrices et des jeunes acteurs qui sont justement pas forcément connus et qui sont talentueux, quoi. Sinon, j'ai aussi regardé un film qui est sorti récemment qui s'appelle Tu ne mentiras point. Alors, je ne l'ai pas regardé dans les meilleures conditions parce que je l'ai regardé sur mon ordinateur.
C'est un film belgo-américano-irlandais réalisé par Tim Milans qui est sorti en 2024, qui est une adaptation d'un roman et qui revient sur l'histoire du couvent de la Madeleine en Irlande dans les années 84 avec tout ce scandale qui se passait dans ce couvent. L'acteur, c'est celui qui joue le rôle de Oppenheimer, c'est je sais plus comment il s'appelle. Enfin voilà, c'est un film moi qui m'a pas bouleversé, que j'ai trouvé lent, bien joué, très esthétique, mais qui manque de quelque chose pour captiver. Et les amis à qui j'en ai parlé m'ont dit qu'il fallait voir le film qui s'appelle Magdalene Sisters, qui était exactement sur le même thème, mais qui a été un film remarquable. Donc voilà, on peut faire l'impasse sur ce film, tu ne mentiras point. D'accord. Et tout de suite, le salut à nos amages, Claude et André de la Nation, Claude et William, nos potes de Brest, salut Claude, salut William, Jean-Paul Souvral, notre peintre sublime de Coudekerbrand dans la banlieue de Dunkerque, salut Polo, Claudine et une pote à ma camarade Piqueco avec son copain Laurent, on vous salue bien fort, bien à bord tous les deux, Corinne, Anne-Emmanuel et Fredo, trois potes, Corinne qui fait de la tapisserie, Anne-Emmanuel qui est plasticienne et Frédéric qui fait des petites aquarelles très sympathiques. Et Juliette Planck, une graveuse en relégation à Rochefort-sur-Mer, mais une bonne, hein, une maîtresse graveuse, et qui peut éventuellement vous recevoir dans son atelier pour vous apprendre les techniques de la gravure, moyennant une rétribution, car il faut bien que les artistes vivent de leur travail. Sophie Loutrec-Brageux, une graveuse peintre, dont nous aimons beaucoup le travail et la personnalité aussi. Clément, qui grave sur tout ce qui bouge, le Van Gogh de la taille d'épargne. Salut Clément. Agnès Dubart, une graveuse en relégation en Bretagne Sud, et qui va donner des cours en Ariège et en Bretagne Sud, comme le fait Juliette Planck, et auquel vous pouvez vous inscrire aussi moyennant finance, et vous en apprendrez des bonnes sur la gravure. Thierry Morciot, un graveur bruxellois, fabuleux, merveilleux, extraordinaire. Alice Amoroso, une très jeune graveuse, qui nous revient de la Casa Velasquez après un passage à la Villa Belleville. Voilà. Vous avez entendu, j'espère. Bon. D'ailleurs, ma camarade Piqueco a fait une interview qu'elle a passée la semaine dernière sur cette antenne. Oh, le Viloula, un pote à Alice, un graveur aussi, très jeune comme Alice, qui en a sous le capot, hein, en peinture, en gravure, en reliure, pointure. Colette et Jacqueline, deux veuves de... Alors Colette, elle était veuve d'un plasticien, Odon, qui l'a glissé, et Colette l'a suivi. Un autre grand dame, Jacqueline, on n'a pas de nouvelles d'elle, et son mari, Raymond Imbert, ouais, il l'a quitté il y a un bon bout de temps. Mort d'épuisement à 54 ans, un grand prix de Rome. Liliane et Laurence, deux écrivaines de polar, il ne reste que Laurence, Liliane ayant tiré sa révérence, Geneviève, notre sorcière bien-aimée, même punition, même motif, on a vraiment du pot, nous, avec nos copains. Larousse l'envoyante qui anime 3 émissions sur une radio ONI, des émissions à destination des enfants et de leurs parents, et comme ancienne institutrice d'élite, ça tient debout. Anne-Isabelle Roubaille, une peintre de Bourg-Marlotte, une fameuse, hein, on a été la visiter il y a ça un petit moment, parce qu'on avait vu quelques œuvres d'elle sur les cimaises de la librairie. L'empreinte, tenue par Florence Quenu, à Bourg-Marlotte, et Dominique Paulet d'Ardouin, voilà, dont on chérit le souvenir. On préférerait qu'elle soit là pour chérir sa présence plutôt que son souvenir. Et sa maman, Thérèse Franco, qui a aussi rejoint les plaines
toute verte du Grand Manitou, toutes les deux qui étaient galeristes à Paris et qui ont un petit peu fait bouger le gros cul de l'art parisien. Marie Dognaud, galerie Kaléidoscope, qui garnit en général ses cimaises, et en particulier aussi d'œuvres d'artistes intéressants, c'est le moins qu'on puisse dire. Antoine Manoury de Paname Swing, c'est un camarade à ma camarade Piquet-Cou, un petit trio de musicos, inconnu du grand public, et hélas pour eux, et hélas pour nous. Et Anna Sinoraskaï, le peintre polonaise de grand talent, voilà, qui travaille, qui est maître de conférence en même temps à Lille, à la faculté de Lille. À la faculté de Lille, voilà. L'émission est à l'écoute sur le blog arakai.fr. On se finit avec Mélisse Malfoy. Salut! Malgré l'écran suet une néance, et pour mieux nous manger enfants, et les silences, et les boucans, faut vivre. Et bien qu'aveugle sur fond de nuit, entre les gouffres infinis, des milliards d'étoiles qui rient, faut vivre. Malgré qu'on soit pas toujours beau, et que l'on ait plus ses 16 ans, et sur l'espoir, un chèque en blanc, faut vivre. Malgré le cœur qui perd le nord, au vent d'amour qui souffle encore, et qui parfois encore nous grise, faut vivre. Malgré qu'on n'ait pas de génie, n'est pas Rimbaud qui veut parler, et qu'on se cherche un alibi. Malgré tous nos morts sans coquette qui errent dans les rues de nos têtes, faut vivre. Malgré qu'on soit brave et salaud, qu'on ait des complexes à gogo et qu'on les aime, c'est ça le pire, faut vivre. Malgré l'idéal des jeunes temps qui s'est usé au nerf du temps et par d'autres pris en chantant, faut vivre. Malgré qu'en se tournant vers le passé, on est effrayé de s'avouer qu'on a tout de même un peu changé, faut vivre. Malgré que l'on soit de passage, qu'on vive en fou, qu'on vive en sage, tout finira dans un naufrage, faut vivre. Malgré qu'au ciel de nos poitrines, on nous sentinelles endormies, dans un bruit d'usine gémit, le cœur aveugle qui funambule sur le fil du présent qui fuit, faut vivre. Malgré qu'on noue l'enfant mort, si peu parfois remue encore comme un vieux rêve qui agonise, faut vivre. Malgré qu'on soit dans l'engrenage des notaires et des héritages, où le cœur s'écœure et s'enlise, faut vivre. Malgré qu'on fasse de l'humour noir sur l'amour qui nous en fera boire, jusqu'à ce qu'ils nous disent au revoir, faut vivre. Malgré qu'à tous les horizons, comme un point d'interrogation, la mort nous regarde d'un œil ivre, faut vivre. Malgré tous nos serments d'amour, tous nos mensonges jour après jour, et bien que l'on n'ait qu'une vie, une seule pour l'éternité, malgré qu'on la sache rater, faut vivre. Faut vivre. Faut vivre. Faut vivre. Faut vivre.